Ils ont repris le travail ce matin après un mois d'arrêt. Les salariés de l'usine Scania à Angers subissent directement depuis quelques mois les effets de la crise. L'usine d'assemblage de poids lourds avait cessé toute activité depuis la fin du mois de décembre 2008 jusqu'à aujourd'hui. La production a donc repris ce matin, tout doucement, avec 30 camions à assembler par jour. C'est presque moitié moins que d'habitude. Ce midi, à la sortie de l'usine, les salariés étaient en général inquiets pour leur avenir, mais pas défaitistes. On vient au jour le jour et on nous annonce au jour le jour si on travaille la journée ou à la demi-journée, quoi. Donc voilà. Vous êtes quand même motivé malgré tout? Ouais, je pense qu'il faut être motivé. Parce que si on baisse les bras, si tout le monde baisse les bras, c'est pas comme ça qu'on fera fonctionner la société. Si ça peut permettre de repartir plus tard avec, je dirais, comment dire, une hausse en production, il faut pas baisser les bras. Pour l'instant, comme on ne connaît pas la suite derrière, on peut s'inquiéter un petit peu, mais on a toujours espoir que ça reprenne, hein. On reste quand même dans une perspective quand même positive pour le futur, hein. Scania, une entreprise qui a toujours montré que dans les périodes difficiles, on s'en sortait plutôt bien. Donc on reste quand même positif. Les salariés ont évité pour le moment des mesures de chômage partiel grâce à un système de modulation des heures. Mercredi prochain, syndicats et direction se rencontreront pour un comité d'entreprise extraordinaire. Les salariés en sauront un peu plus sur leur avenir. C'est fini pour la fonderie de Lotion au Pont de C. Le tribunal de commerce de Paris a annoncé cet après-midi la liquidation judiciaire de cette entreprise avec un mois de poursuite d'activité. La fonderie n'a pas réussi à trouver un repreneur, elle va donc disparaître. Ces 89 salariés vont être prochainement licenciés. On se souvient que ces salariés avaient mené une action forte et spectaculaire en fin d'année dernière pour faire pression sur leur propriétaire, le groupe suisse Vista. Une assemblée générale s'est tenue ce soir, une autre est prévue mardi matin pour décider des actions à mener. En Maine-et-Loire, il y a entre 800 et 1000 châteaux. Ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur les plans d'intervention par rapport à chacun de ces châteaux et notamment par rapport au gabarit des engins nécessaires pour aller intervenir. 10 jours après l'incendie qui a détruit une partie du château d'Angers, l'heure est au bilan. Même si l'intervention des sapeurs-pompiers s'est globalement bien déroulée, les autorités compétentes ont tiré un certain nombre d'enseignements de cette situation difficile. Avec le préfet, nous souhaitons qu'il y ait un travail qui soit conduit par les sapeurs-pompiers, avec l'accord des propriétaires, pour répertorier les choses et puis pour mettre au point des techniques d'intervention qui nous permettent, quand on arrive sur le site, d'accélérer aussi le déménagement entre guillemets des œuvres qu'on aura recensées comme étant importantes. Les sapeurs-pompiers réalisent régulièrement des exercices d'intervention sur les monuments du patrimoine. Le logis royal du château d'Angers avait d'ailleurs fait l'objet d'un tel exercice 2 mois avant la catastrophe. Les pompiers avaient alors pu répéter les gestes à effectuer en s'appuyant sur un plan d'intervention. Si le château d'Angers bénéficiait bien d'un plan détaillé pour intervenir, ce n'est pas le cas de tous les monuments du Maine-et-Loire. Nous allons remettre à jour nos plans d'intervention. Nous allons en créer pour certains bâtiments pour lesquels nous n'avons pas actuellement ce type de documents. Nous allons également réfléchir sur les plans de sauvegarde des œuvres d'art en liaison avec les propriétaires des monuments. Et puis nous allons définir une stratégie d'intervention pour à la fois éteindre le feu, protéger les bâtiments et protéger les œuvres d'art. Au cours du premier semestre 2009, les sapeurs-pompiers ont prévu de réaliser des exercices incendie au château de Brissac, du Plessis-Bourré et à la cathédrale d'Angers. Quelle que soit votre histoire, votre parcours ou votre nationalité, vous êtes tous citoyens angevins et vous êtes ici chez vous. Une trentaine d'enfants de familles sans papier ont été parrainés samedi après-midi dans la salle des mariages de la mairie d'Angers. Parents sans papier, parrains, marraines et élus représentant le maire d'Angers ont tous signé un document qui n'a aucune valeur légale, mais ô combien symbolique. C'est important symboliquement pour les familles, c'est-à-dire d'être pour une fois reconnu, de ne pas être sans papier, sans reconnaissance. Pour une fois, c'est dans un lieu reconnu par tous les citoyens qu'est la mairie. Les parrains et marraines sont conseillers municipaux, enseignants ou simples citoyens. Ils s'engagent désormais à soutenir et protéger chacun de leurs jeunes filleuls. Pour moi, c'est un engagement moral vis-à-vis d'enfants
qui ont besoin justement d'une reconnaissance dans notre pays. Ils arrivent souvent dans des conditions dramatiques chez nous et donc pour moi c'est important de leur montrer qu'ici il y a des gens qui sont prêts à s'engager moralement pour les aider à accéder à une vie meilleure. L'acte de parrainage n'est pas nouveau, c'est un vieux principe républicain. Ils existent depuis la République de 1792. Maintenant, les parrainages comme celui d'aujourd'hui sont liés à la politique de l'immigration qui font que depuis quelques années, on se sent un devoir vis-à-vis de ces enfants de sans-papiers et on permet la célébration de ces cérémonies dans notre ville à Angers. Le festival Premier Plan a commencé depuis 3 jours et de nombreux journalistes sont présents au centre de congrès d'Angers. Parmi eux, il y a de jeunes étudiants de la Cato qui proposent tous les jours 10 minutes de l'actualité du festival. Des journalistes en herbe qui, comme dans la vraie vie, rencontrent parfois des difficultés. Les difficultés sont assez nombreuses. Déjà, il y a le choix des sujets, donc caler les interviews avec les attachés de presse qui essayent de souvent faire barrage. Et puis après, il y a tout ce qui est apprentissage de la technique quand même. Là, il faut tourner vite, il faut travailler rapidement. Et donc, ils ont souvent des difficultés à bien cadrer, à bien prendre le son. Et puis, il y a le stress de rencontrer des gens un peu connus, des stars. Ils sont une quinzaine de jeunes de la Cato à tourner, interviewer et monter à tour de rôle. Cette équipe part à la rencontre d'un projectionniste. Ils doivent l'interviewer dans un endroit exigu et sont pressés par le temps. Parce que le film commence dans très peu de temps. Donc il ne va pas falloir trop gêner les projectionnistes. Après les interviews, les monteurs prennent le relais. Parmi ces étudiants, certains se destinent au journalisme. Ces 10 jours représentent un premier pas vers le monde du travail. Les petits détails comptent vachement en fait et on s'en rendait pas spécialement compte, ne serait-ce que quand on regarde la télé, puisqu'en fait il n'y a pas d'erreur quand on regarde la télévision, alors que quand on se rend pas compte que c'est vachement compliqué en fait. Ne serait-ce que de mettre en scène une interview avec la lumière, avec le son. Ces journaux sont à voir tous les jours au centre de congrès d'Angers.